Hey, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo intitulée La relation FJ est-elle une relation toxique? Question intéressante puisque l'autre jour, donc en séance de coaching, j'ai une personne qui me dit bah du coup moi au départ j'étais à fond dans le truc flamme jumelle, tatati tatata, puis avec le temps en fait, je me suis demandé si c'était pas une relation toxique. Et du coup la personne me demande ce que j'en pense et je lui dis oui, ça va être difficile de nommer la relation flamme jumelle autrement que toxique. Qu'elle soit toxique par intention ou simplement toxique par le résultat que la relation donne. Et sans chercher un coupable, en fait, si on s'intéresse qu'au résultat, le résultat est toxique. Alors évidemment, chaque parcours, chaque entre guillemets binôme va être différent. Donc il y en a qui le sont un petit peu, d'autres qui le sont moyennement, d'autres qui le sont grandement, d'autres qui le sont extrêmement. Mais quand tu compares ce que c'est qu'une relation saine d'après les critères de la psychologie traditionnelle, et que tu regardes ce qu'il y a dans le parcours flamme jumelle, je suis désolé, c'est complètement l'opposé. Alors maintenant, on va voir les critères qui font qu'une relation est dite toxique. Donc il y a plusieurs grandes thématiques. Il va y avoir la communication toxique, la manipulation émotionnelle, l'isolation, la critique constante, le manque de respect des limites, l'instabilité émotionnelle, le déni de responsabilité, cycle de tension et réconciliation et dépendance émotionnelle. Alors dans ces grandes thématiques, il va y avoir des sous-thématiques, donc c'est ce qu'on va voir là. Alors on va pas toutes les faire en vidéo, parce que sinon ça va en prendre du temps. Par contre, il y aura l'article correspondant avec le détail sur le blog. Et voici ce qu'il faut regarder pendant cette liste. Alors la première chose que tu veux faire, c'est regarder déjà dans les critères que je vais donner, dans lesquels tu te reconnais, c'est-à-dire par exemple, quand je vais te parler du traitement par le silence, est-ce que tu reconnais avoir vécu du traitement par le silence, donc dans la relation? Si oui, du coup, deuxième chose à regarder, combien de fois tu as vécu, selon toi, le traitement par le silence? C'est-à-dire, par exemple, sur un an, combien de fois c'est arrivé? Et une fois que tu as, grosso modo, cette estimation, tu regardes le troisième critère qui est à quelle fréquence? C'est-à-dire, quel est l'intervalle entre deux traitements par le silence? Ça, c'est hyper important de le faire pour chacun des critères dans lesquels tu te reconnais. Parce que la quantité plus la fréquence va te permettre de voir est-ce que la personne est dans un comportement chronique, c'est-à-dire que c'est comme ça qu'elle agit de manière régulière, puisque fréquente, et aussi de manière quantitative, ou est-ce que c'est juste des erreurs de parcours? Donc du coup, tu vas regarder le nombre de critères dans la liste que je vais te donner dans lesquels tu te reconnais, ensuite leur quantité, et ensuite leur fréquence. C'est hyper important parce que tu vois, si tu as rencontré, je sais pas moi, Mariette, et que Mariette, au bout d'un moment, se met à te faire du traitement par le silence pendant un mois, de manière très répétitive, c'est-à-dire une fois par semaine, que les 6 mois d'après, elle fait plus de traitement par le silence. Toi, tu vas dire, c'est juste une erreur de parcours, parce qu'en fait, à ce moment-là, la personne a eu un membre de sa famille qui est mort, donc c'est normal, la personne est déboussolée, en plein deuil, donc forcément, elle a la tête ailleurs. Et là, tu pourrais t'arrêter là et dire, non, mais en fait, la relation n'est pas toxique, c'était juste une erreur de parcours. Oui, c'est vrai que dans les faits, t'as fait du traitement par le silence pendant un mois, qu'après elle l'a plus fait, par contre, les 6 mois d'après, elle t'a gaslighté sur une base régulière. Puis elle a utilisé les injonctions paradoxales aussi. Donc effectivement, pendant un mois, t'as été traité par le silence, et on peut comprendre pourquoi, mort de quelqu'un de la famille, mais depuis 6 mois, tu vis X fois le gaslighting à telle fréquence, plus aussi un nombre de fois des injonctions paradoxales, plus la fréquence qui va avec. Donc sur les 6 derniers mois, tu te rends compte que la personne te gaslight, utilise des injonctions paradoxales et a fait du traitement par le silence. Donc 3 gros critères, piliers d'une bonne grosse relation toxique. L'autre point qu'on veut garder à l'esprit durant cette liste, c'est la chose suivante. On ne veut pas rentrer dans la recherche de l'intention de l'autre personne. C'est-à-dire, imaginons que Pierrette te fasse régulièrement, je sais pas moi, du traitement par le silence. La réponse que tu cherches, elle est là. La personne te traite par le silence. Okay, ça arrive un certain nombre de fois depuis un an, et c'est à telle fréquence. C'est ce que la personne fait sur une base régulière. Pourquoi elle fait ça? Tu veux pas rentrer dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce que tu n'auras jamais la réponse. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles la personne peut faire du gaslighting, du ghosting, du traitement par le silence, des injonctions paradoxales et patin coup fin. Les gens font ce qu'ils font, il y a plein de raisons pour ça. Le problème, quand tu commences à mettre ta petite mimine dans cet engrenage, c'est que ça te permet
à toi de partir dans une quête de peut-être t'auras la réponse ou peut-être pas. Mais pendant que t'es en train de penser au pourquoi du comment que la personne fait ça, t'es pas concentré sur comment je choisis moi de répondre à l'événement auquel je fais face ici maintenant. Une personne pour qui j'ai beaucoup d'attentes et qui me traite avec le silence sur une base régulière. Parce que le vrai nerf de la guerre, il est là. Il n'est pas ailleurs. Il est comment je deal avec ma réalité physique 3D. Et en fait, quand tu vas partir dans la recherche de l'intention du pourquoi, du comment que la personne fait ci ou ça, en fait, c'est une technique d'évitement. Parce que la réponse, tu l'auras jamais vraiment, parce que la personne ne va jamais te le dire. Ouais, elle peut te donner des réponses, mais c'est jamais satisfaisant. Et quand bien même tu aurais tout un faisceau d'indices ou de preuves qui tendraient à montrer que la personne fait le traitement par le silence pour la raison A, bah tu vas te rendre compte que même si tu as un semblant de réponse et que tu es pratiquement sûr que c'est pour ça, bah ça te soulage pas non plus. Parce que le problème, il n'est pas là. Alors maintenant, voyons donc les critères d'une communication toxique. On a le gaslighting, alors j'avais fait une vidéo dessus il y a 2 semaines. Le gaslighting, c'est nier ou minimiser les sentiments ou les expériences d'une autre personne, manipuler les faits ou les événements pour faire douter l'autre personne de sa propre réalité. Ça permet aussi d'inverser donc la responsabilité des problèmes ou des conflits pour faire sentir l'autre qu'il est fou ou irrationnel. Gardons quand même à l'esprit que dans tous les critères que je donnais là, des fois c'est hyper flagrant, ça se détecte facilement. Et en fonction du profil psychologique avec lequel tu es, ça peut être extrêmement subtil et donc du coup difficile à la fois de détecter et difficile de s'en dépêtrer. Ensuite, on a les injonctions paradoxales. Donner des instructions contradictoires qui rendent impossible pour l'autre personne de répondre correctement à la situation. Ça permet aussi de punir l'autre personne, quel que soit le choix qu'elle fait, créant ainsi un sentiment d'impuissance et de confusion. Alors prenons un exemple. Imaginons Mariette qui dit à Paul « Je t'aime, mais trouve-toi une âme sœur ». Paul va se retrouver devant 2 cas de figure. Le cas numéro 1, c'est elle m'a dit qu'elle m'aimait, donc c'est qu'elle veut quelque chose, donc elle est peut-être pas prête, blablabla. Et donc du coup, Paul va continuer d'être sur la dynamique relationnelle, de vouloir continuer d'être dans cette relation ou de vouloir cette relation amoureuse. Sauf qu'à l'instant T, peut-être que Mariette, en fait, elle a peut-être pas envie. Et donc là, Mariette peut répondre avec soit des regards désapprobateurs, un traitement par le silence, bref, il y a plein de manières plus directes ou subtiles de désapprouver finalement la venue ou l'intention de Paul envers Mariette. Mais en même temps, elle alimente ça, puisqu'elle te dit « je t'aime ». Cas numéro 2, Paul comprend la fin de la phrase, c'est-à-dire trouve-toi une âme sœur, donc ok, salut, j'en ai marre, je me casse, je vais chercher une âme sœur ailleurs. Du coup, Paul se désengage un petit peu beaucoup passionnément de cette relation ou de cette dynamique relationnelle, et donc du coup, donne de moins en moins de nouvelles. Et là, c'est là que Mariette peut recontacter Paul et dire je comprends pas, qu'est-ce qui se passe, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, j'ai plus de nouvelles de toi, mais tu m'aimes plus. Tu vois, des trucs comme ça. Et puis la Paul, il va dire tu m'as dit trouve tes âmes sœurs, donc c'est ce que je fais, je me casse, salut. Et en fait, voici ce qui se passe. Là, on cherche pas les intentions de pourquoi Mariette ferait ça dans l'instant, on s'en fiche. C'est juste qu'est-ce que l'injonction paradoxale donne comme résultat avec la répétition. Le problème, c'est que ça peut placer Paul dans une certaine malléabilité. C'est-à-dire que Paul, ça va créer la confusion, parce que du coup, Paul, il sait pas. Alors, tu m'aimes, il faut que je me barre, mais quand je me barre, il fallait que je reste, et si je reste, il fallait que je me barre. Du coup, on sait pas trop, tu vois. On sait pas sur quel pied danser, en fait. On marche un peu sur des œufs, Et les coquilles, elles sont pas très solides, Et donc, du coup, ça crée de la confusion, donc forcément des conflits. Parce qu'avec la répétition, Paul, il va en avoir ras-le-bol. Donc là, il va se faire gaslighter, puisque non, il va se faire étiqueter de contrôlant, d'oppressant, alors que non, juste apprendre à communiquer, c'est en CP on apprend ça, sujet, verbe, complément, et la cohérence. Mais ça va créer de la confusion, donc du conflit, et ça va rendre Paul malléable en fonction des désirs de Mariette, c'est-à-dire en fonction de ce qu'elle veut sur l'instant T. Parce que je t'aime et trouve-toi une âme sœur, cas numéro 1, tu viens, je te désapprouve, parce que là, j'ai peut-être pas envie, ou c'est pas le moment, où la relation m'a saoulé. Donc en fait, je te dis je t'aime pour que toi tu restes disponible vers moi, mais trouve-toi une âme sœur, ça veut dire là dans l'instant, faut comprendre que salut. Et puis demain, t'es plus là. Et là, faut comprendre que je t'aime, donc fallait que tu reviennes, tu vois. Et donc du coup, Paul, il va devenir
un peu la marionnette, un peu l'objet, alors un chouïa, moyennement, ou beaucoup, ça va dépendre de chacun, en fonction de l'autre. Ça le rend disponible en fonction de la girouette émotionnelle qu'est Mariette. Et c'est à ce moment-là justement que Paul risque de tomber dans la recherche d'intention, c'est-à-dire mais pourquoi Mariette fait ça? Est-ce qu'elle le fait dans une intention A, une B, une C, une D, une E ou un mix de tout ça? Et le problème c'est que face à une injonction, enfin à des injonctions paradoxales, c'est-à-dire il y a une certaine quantité et fréquence, donc de la récurrence, Paul est déjà dans de la confusion parce que les messages eux-mêmes sont confus. Donc Paul risque de rentrer dans le labyrinthe de la confusion en s'imaginant mille et une intentions ou mille et une raisons du pourquoi on a ce résultat. Et c'est pour ça que je dis dans les vidéos, dans le blog, toutes les réponses que tu cherches se trouvent dans les résultats de ta dynamique relationnelle. Là, Paul, il fait face à un résultat. Je fais face à une personne qui régulièrement et de manière quantitative utilise dans notre communication envers moi, enfin dans la communication de la relation envers moi, des injonctions paradoxales. Donc utilise, quand elle me parle, la personne, des messages contradictoires qui sont confus. Elle est là ta réponse. Le problème c'est que Paul il va rentrer dans mais pourquoi c'est comme ça, et quand il va s'imaginer les mille et une raisons et intentions du pourquoi, du comment que Mariette ferait ça, il n'y a personne qui va pouvoir dire ah stop, arrête-toi, c'est bon, tu as trouvé la bonne réponse. C'est un petit peu comme si à l'école, tu essayais de résoudre un exercice de maths et que le prof il te donnait jamais la réponse, et tu sais qu'à la fin du bouquin, quand tu cherches les réponses des exercices, il n'y a pas. Du coup, tu sais jamais vraiment si tu as raison. Et regarde ça. Prépare tes Kleenex, ça va faire mal. Combien de fois ça t'est arrivé ça, en essayant de résoudre un exercice de maths, t'es sûr à un moment donné, ça fait 20 minutes, t'es dessus, tu fais ah ça y est, c'est bon, j'ai la bonne réponse et tout. Et du coup, tu t'empresses d'aller à la fin du bouquin, tu retournes le bouquin pour aller regarder la réponse et tu te rends compte que ça matche pas, quoi. Et là, tu dis, bah c'est pas possible, ils se sont trompés dans le bouquin, ils ont fait une erreur. Après, tu vas voir le prof de maths et tout. Et je lui dis, eh mais monsieur, ils sont gourés dans le bouquin, regardez, ils ont marqué 23,3 et la réponse c'est 15,7. Et lui dit, non, c'est 23,3. Et là, t'as tous tes potes qui se retournent vers toi, non, c'est 23,3. Mais pourtant, juste avant, t'étais sûr d'avoir trouvé. Mais comme t'as un référent ou un étalon, une réponse en fait qui est sûre, même si au début tu vas dire, mais non, mais monsieur, vous êtes trompé. Ça, c'est le prof de maths qui s'est trompé, tu vois. et maintenant, tu reprends les calculs et tout, et on te montre où t'as merdouillé, qui fait que du coup, ah bah oui, d'accord. Au bout d'un moment, tu fais, ah bah oui, d'accord, j'ai oublié la parenthèse, donc du coup, ah bah oui, ça m'amène à un faux résultat. Mais là, t'as une réponse finale qui te permet de te réajuster par rapport à ce que t'as fait. Sauf qu'au départ, t'étais persuadé que c'était vrai, et pourtant tu t'es trompé. Mais là, dans ce genre de cas avec les injonctions paradoxales, tu vas peut-être trouver plein de réponses. Tu sais jamais laquelle est la bonne. Et donc tu vas continuer comme ça de chercher pendant longtemps, et à chaque fois tu vas être sûr d'avoir trouvé la bonne réponse, et pourtant si tu continues de chercher, c'est peut-être parce qu'au fond de toi tu sens qu'il y a un truc qui va pas, et que donc il faut continuer de chercher pour essayer de soulager ce mal-être intérieur. Alors si on revient à l'exemple du prof de maths, les élèves trouveraient complètement inacceptable qu'un prof de maths, par exemple, te donne un exercice à résoudre, mais que jamais il te donne la réponse finale. Pourquoi ? Parce que, bon déjà les maths ça fait chier, je vais recommencer, ça saoule à fond, mais parce que t'as pas envie d'être dans ce processus où tu trouves des réponses et tu trouves des réponses et tu trouves des réponses, mais tu ne sais jamais laquelle est la vraie en fait, parce que tu serais dans une quête éternelle. Et le problème c'est quand il s'agit de... Et en plus de ça, ce que ça ferait, c'est que chaque fois que tu vas trouver une réponse, tu ne sais pas du coup quelle est la bonne. Plusieurs fois, quand tu vas trouver une réponse, tu vas être persuadé que la réponse est la bonne. Mais comme tu continues de chercher, puisque du coup on ne donne pas le référent, tu vas te rendre compte que plusieurs fois, tu vas te rendre compte que tu as trouvé la bonne réponse et que pourtant chaque bonne réponse est à chaque fois différente de la précédente. Et donc ça va créer énormément de confusion. Alors évidemment, par rapport à un exercice de maths, en général, au bout de 5 minutes, on arrête de chercher. Mais là, c'est un petit peu différent, puisque tu as une pulsion intérieure à vouloir quelque chose avec cette personne, puisque tu es persuadé que c'est la bonne personne. Donc en gros, tu as des attentes qui font à peu près la taille du Mont Everest. Et ça, c'est ton fuel motivationnel, ce qui fait que tu vas avoir envie d'aller du point A jusqu'au point Z face à une personne qui te crée de la confusion. Et là, c'est complètement différent de l'exercice de maths, parce que les maths, ça te saoule, donc du coup, tu fais ce que tu as à faire parce qu'on t'a demandé de le faire, et puis voilà. Donc t'es pas très motivé. Là, t'es persuadé que c'est le bon chemin. Et comme tu es persuadé que c'est le bon chemin et que la personne joue la confusion, c'est-à-dire ne te donne jamais ses vraies intentions, et qu'elle est toujours dans la confusion, dans notamment les injonctions paradoxales,
toi, tu vas partir en quête de découvrir quelle est son intention, le pourquoi du comment. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans le parcours Flamme Jumelle, on est bourré de tarot et de médiumnité, des gens qui devraient te donner des réponses alors que les réponses elles sont hyper simples. Je fais face à une personne qui a une communication paradoxale et donc confuse. Et le problème là maintenant, il se trouve du côté du chaser. Chaser qui ne peut pas envisager l'idée qu'il se soit trompé sur cette relation, et donc pour lui la vérité, c'est pas ce qu'il y a devant son nez, la vérité est forcément ailleurs, comme dirait Mulder. Donc il va commencer à chercher les différentes raisons, comme je l'ai dit juste avant, mais il n'aura jamais la confirmation de quelles sont les raisons de pourquoi l'autre fait ça, ou quelles sont les intentions avec lesquelles ou laquelle l'autre fait ça. Donc il rentre dans une quête éternelle de chercher toutes les raisons possibles qui viendraient expliquer le comportement de maintenant, mais comme il n'y a jamais d'étalon, il n'y a jamais de référent, il n'a jamais la réponse finale, lui-même s'autorise à rentrer dans le labyrinthe de la confusion. Alors maintenant, on va passer au prochain sous-critère, donc de communication toxique, c'est le fameux traitement par le silence. Donc ça, c'est ignorer délibérément l'autre personne, refusant de lui parler ou de lui accorder de l'attention pour la punir ou la contrôler. Ça permet aussi d'utiliser donc le silence comme une forme de manipulation émotionnelle. Ça peut susciter donc la peur, l'anxiété, le désespoir chez l'autre personne. Encore une fois, c'est là que c'est intéressant de dissocier les intentions avec lesquelles la personne ferait le traitement par le silence et le résultat que ça donne. C'est-à-dire que ça soit fait par oubli ou par intention malveillante, à la fin, le traitement par le silence, quand c'est fait avec régularité donc, et avec quantité, ça va susciter la peur, un certain degré de peur, d'anxiété et de désespoir chez l'autre personne. Donc les résultats destructeurs, peu importe les intentions avec lesquelles le traitement par silence est fait, ils seront pratiquement tout le temps constatés. Pourquoi ? Et je le répète encore et toujours, parce que tu as des attentes envers l'autre personne de la taille du Mont Everest. Et c'est ça le nerf de la guerre du travail sur soi chez le chaser. C'est pour ça que je dis tout souvent, tant que tu fais ton travail sur toi mais que tu ne challenges pas la croyance flamme jumelle, c'est-à-dire le socle même de toutes tes attentes du Mont Everest, t'es dans la merde quoi. T'es dans la merde parce que ça veut dire que tu es sujet à vaciller à chaque fois qu'il va y avoir un traitement par science, etc. Et donc ce que ça veut dire, c'est que ces attentes de la taille d'un Mont Everest sont en fait le talon d'Achille du chaser, puisque on veut quelque chose de la part de cette personne qui utilise un petit peu beaucoup passionnément des techniques de manipulation ou de confusion, et nous on va continuer de vouloir quelque chose avec une personne qui fait ça, ça va nous rendre aveugles, l'amour rend aveugle, comme on dit, à ça, et donc ça nous met dans une posture de vulnérabilité, d'être perméable et d'être affectable par ce genre de technique. Notamment parce que le chaser ne veut pas croire qu'il puisse s'être trompé, donc il va continuellement donner le bénéfice du doute, et donc ça va continuellement permettre de vivre une interaction avec cette personne qui va continuer de faire les mêmes choses, et ainsi de suite. C'est pour ça que je dis, si tu veux guérir de ce parcours, il faut s'attaquer au socle de ce Mont Everest, qui est ta croyance que tel que tu es incomplet. Et donc il te faut une personne, alors là nous on dit le runner, machin, mais c'est le principe, c'est je suis incomplet tel que je suis, ce qui est complètement faux. Et donc je serai pleinement complet quand je serai accompagné de la bonne personne, ce qui est le socle même d'un reniement du soi, et donc forcément d'un système de dépendance. Alors maintenant on va parler donc de la thématique manipulation émotionnelle et voir les sous-catégories. Donc on va retrouver donc les jeux de culpabilité, donc faire sentir l'autre personne coupable pour des choses qui ne sont pas de sa faute, afin de la contrôler ou de l'amener à agir d'une certaine manière. Par exemple, utiliser des phrases telles que « si tu m'aimais vraiment », eh bien tu ferais XY, ce qui permet de manipuler donc les émotions de l'autre et obtenir ce que l'on veut. Donc dans cette catégorie, bien évidemment, on va retrouver le gaslighting qui est fait pour ça. Ensuite, on va avoir le chantage émotionnel, donc menacer de mettre fin à la relation ou de causer des dommages émotionnels à l'autre, donc personne, si elle ne se plie pas à nos exigences ou ne satisfait pas nos besoins. Ça permet d'utiliser la peur, l'abandon, la culpabilité ou l'anxiété chez l'autre personne, donc pour arriver à obtenir ce que l'on veut. Et encore une fois, tu peux faire du chantage émotionnel de manière directe et claire, du style si tu continues de faire ça, eh bien moi je m'en vais, par exemple. Ou alors tu peux faire le chantage émotionnel de manière cachée, donc dissimulée et vachement indirecte. Par exemple, dans la relation flamme jumelle, c'est un scénario qui ressort tout le temps. La relation se passe bien pendant un temps, donc le chaser il dit
Le cookie est bon, alors du coup, je vais en manger un deuxième, puis un troisième. Comme en fait, on ferait dans n'importe quelle relation. La relation se passe bien, donc tu continues de voir la personne continue de vouloir te voir, et puis ça tisse une relation qui amène la relation vers là où ça va, et puis soit vous devenez potes, soit couple, etc., etc. Et donc la relation se passe bien, et d'un coup, sans crier gare, clac, d'un coup, t'as plus de nouvelles de l'autre. Et là, ça va créer de la peur, de l'abandon, ou de la culpabilité, ou de l'anxiété, et de la confusion chez le chaser, parce que justement, tout se passait bien. Il ne s'agissait pas non plus d'être dans l'urgence, mais ça se passe bien, tu vois. Donc du coup, là, le chaser, il va rentrer dans la confusion, il va se poser des questions, il va avoir tendance à se remettre en question, en pensant qu'il a peut-être fait quelque chose de mal, mais qu'il ne s'est pas rendu compte. Tu vois, on est encore dans la recherche d'une réponse qu'on ne sait pas si on l'a, si on l'a retrouvée, si on l'a pas trouvée, est-ce que c'est vraiment moi, pas moi. Donc tu vois, on retombe sur ce côté recherche d'une réponse, et on ne sait jamais vraiment si on l'a trouvée. Et puis après, plus tard, je sais pas, 4-5 jours, 2 semaines, 3 semaines, 3 mois, le runner revient la fleur au fusil. Donc là, il y a recontacte, etc. Mais en fait, ce cycle-là, on va l'avoir un certain nombre de fois. Alors évidemment, je fais très loin, très noir pour que ce soit plus simple à comprendre. Mais en fait, c'est du chantage émotionnel. Parce qu'en fait, la personne, effectivement, le cookie est bon, donc on va dire on était à 20% de relation, et ça commence à monter à 25, 30, 40, 50, mais le runner ne veut pas aller jusque-là. En gros, toi, tu fais Paris-Marseille avec ton runner. Tu penses qu'il veut Paris-Marseille, mais lui s'arrête à Lyon. Et le runner veut pas monter aussi loin que ça. Le runner, lui, il veut du 20%. Il veut ce qu'il veut, quand il veut, dans la mesure qu'il veut. Et donc, quand ça va faire 20% au-dessus, tu vas avoir des fuites, des silences, des renversements de rôle, donc des techniques de manipulation, parce qu'il ne veut pas aller là-bas, mais en même temps, il n'a pas envie de t'exprimer clairement qu'il n'ira jamais là-bas. Et dès que toi, tu commences à dire c'est bon, ça m'a saoulé, donc du coup on passe de 20% à 18, à 17, à 15, à 10, et donc le runner commence à avoir moins de ce qu'il veut quand il veut, dans la mesure qu'il veut, là il revient, et puis il sort les violons. Mais c'est du chantage émotionnel, parce qu'en fait le message qui est envoyé c'est « je ne veux pas aller jusque-là, mais je ne te le dirai pas, par contre du coup je me casse ». Avec un manque d'empathie, c'est-à-dire sans chercher à savoir si toi tu te sens bien ou pas bien. C'est pas mon problème, moi je suis centré sur mes besoins, donc là ça va trop loin, j'ai pas envie de te l'exprimer clairement, parce que si je te l'exprime clairement, que je veux faire que Paris-Lyon et pas Paris-Marseille, tu risques de dire, dans ce cas-là, on veut pas la même chose, donc ça saoule, je me casse. Et donc du coup le runner prend la possibilité, en étant clair, de perdre en fait ces fameux 20%. C'est-à-dire que le runner il veut du 20%, jamais plus, mais jamais moins. Il veut pas arriver à 0%. De parler clairement de ce qu'il veut, c'est prendre le risque de n'avoir rien du tout. Maintenant, on arrive à une thématique qui est intéressante qui s'appelle la triangulation. Impliquer une tierce personne réelle ou imaginaire dans la relation pour manipuler les émotions de l'autre personne, créer de la jalousie et ou semer la discorde. Utiliser des comparaisons avec d'autres personnes pour faire sentir donc à l'autre personne qu'elle n'est pas à la hauteur ou pour exercer un contrôle sur ses actions. Ce qui est intéressant, c'est que justement dans le parcours flamme jumelle, la triangulaire, comme il l'appelle, est extrêmement présente. C'est toujours un problème de triangulaire, d'énergie tierce, etc. Mais voici ce qui peut se passer avec la triangulation. Imagine Mariette, donc on va dire le runner, est mariée ou est en couple avec Paul depuis des années. Puis toi, on va dire t'es Jack. Du coup, Mariette va se positionner en posture de victime et expliquer que Paul, donc son conjoint ou son mari, extrêmement jaloux, contrôlant, toxique, est toujours vraiment oppressant par rapport à elle, et que toi, t'es un souffle de vie depuis qu'elle t'a rencontré, t'es son âme sœur, t'es son hôte, machin, et elle reprend goût à la vie, quoi. Et ça te met en comparaison, finalement, avec Paul. Paul est donc le persécuteur, l'oppressant, et toi tu es le sauveur. Donc c'est génial, parce que ça vient appuyer sur ton bouton empathique. Donc chaser, sauveur, au garde à vous, répond à l'appel, et a envie bien évidemment de sauver Mariette, quoi, tu vois. Et en plus, ça tombe bien, parce que toi de ton côté, t'as toutes ces attentes et ce ressenti d'évidence et tout, donc tu te dis, allons toi et moi contre le mal, quoi, tu vois. Et donc du coup, là, c'est utiliser la triangulation pour faire quoi ? Pour que toi tu sois taqué sur Mariette. Voici ce qui se passe aussi, qui a été raconté par plein de runners, parce que je leur pose la question quand je les ai. Alors tous ne répondent pas aux questions, mais il y en a qui le font. Là, par exemple, Mariette va dire « Oui, mais en fait, après, je vais voir Paul, et je vais justement m'arranger pour que Paul me donne plein d'attention, donc je vais le mettre en compétition avec Jack. » En disant « Ouais, mais tu sais,
Toi tu me poses plein de questions, t'es toujours à vouloir que je change, tu m'acceptes pas comme je suis, etc. Alors que tu vois, Jack, avec lui, bah je revis, il est léger, il comprend ce que je lui dis, il est dans l'écoute, etc. Donc du coup, bah Paul, il est grave vénère, hein, tu vois. Parce que en fait, là, Paul, dans les faits, il se fait gaslighter, en fait, c'est tout. Ah là là. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'il va faire, Paul? Bon, au début, il va être vénère. Mais après, il va redoubler d'efforts pour que ça se passe bien avec Mariette. Et au final, Mariette, qu'est-ce qu'elle a fait? Bah, elle s'est assurée d'avoir ce qu'on appelle deux personnes qui vont s'occuper d'elle. Donc, elle va recevoir de l'attention. Puis là, je reste à deux, mais ça peut arriver qu'une troisième personne. Ou une quatrième, bon, ça dépend des cas. Donc, en fait, Mariette est l'instigatrice de tout ce comportement. Parce que dans les deux cas, elle va jouer la victime. Vis-à-vis de Jack, elle est victime de son conjoint, et vis-à-vis de son conjoint, bah, elle est victime du conjoint, donc du coup, avec Jack, c'était mieux. Et donc, du coup, ce qui permet aussi de faire un petit chantage émotionnel, hein, tant qu'à faire, mais indirect, parce que elle est en train de dire quand même à Paul, en gros, ça me plaît pas, donc du coup, ça me plaît pas, pour y avoir moyen d'arriver à la rupture, tu vois. Et c'est pour ça que Paul, d'ailleurs, va redoubler d'efforts pour faire en sorte que la relation se passe bien. Mais pas redoubler d'efforts veut dire Paul va être encore plus malléable et s'adapter encore plus à la girouette émotionnelle qu'est Mariette. Et c'est là où justement tu veux pas tomber dans la recherche d'intention de pourquoi Mariette fait ça, est-ce qu'elle est dans la bienveillance, la malveillance, on s'en fiche. Ce qui compte c'est ce qu'elle fait, c'est déjà pas normal en fait. Mettre en compétition deux personnes, c'est une triangulation déjà comme ça, c'est déjà pas bon en fait. Et en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle manipule l'un et l'autre pour avoir de l'attention. Il y a peut-être d'autres intentions derrière, mais en tout cas, dans les résultats que ce que ça fait ça. Ça fait un chaser qui est au taquet sur Mariette et un Paul qui est au taquet sur Mariette. Et voici ce qui va se passer après pour Jack. Parce que Jack, il garde dans la tête que Mariette est sous le joug d'une relation toxique. Et donc, il va falloir sauver la belle au bois dormant, tu vois. Et donc, du coup, en plus, ça se passe bien, tu vois, avec Mariette et tout, nanana. Donc, au bout d'un moment, le chaser, comme je disais avant, il veut plus d'engagement, tu vois. Il dit, ça se passe bien. Donc, tu es dans une relation toxique, ça se passe bien avec moi. Donc, viens, on se met ensemble, tu vois. Et là, le problème, c'est que là, ça colle plus. Tu vois, Paris-Marseille, Paris-Lyon. Là, Mariette, elle veut pas aller à Marseille. Ce qu'elle veut pas y aller, en fait. Ce qu'elle veut, Mariette, c'est garder son polo pour pour la stabilité émotionnelle du couple, peut-être l'image qui est à l'extérieur, etc. Et garder l'excitation de cette relation dite flamme jumelle qui, tu vois, qui apporte justement de la fraîcheur et tout, tu vois. Et donc, du coup, là, maintenant, qu'est-ce qu'elle va dire à Mariette, à Jack? Oui, mais tu commences à être contrôlant, tu fais comme Paul, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je comprends pas, tout se passait bien avant, tatati tatata. Et là, tu te manges l'effet inverse de la triangulation. T'es remis en comparaison avec Paul, mais là, t'es mis au même niveau que Paul. Alors évidemment, ce que je te dis là, vois si ça correspond à ton parcours et tout, c'est pas parce que je te raconte ça que ça arrive dans 100% des cas, mais par contre, ça arrive de manière très fréquente. Moi, depuis 4 ans, je l'entends sur une base régulière. Ça veut pas dire que c'est dans 100% des cas, mais tout ce que je te dis là, l'idée, c'est de commencer à envisager, est-ce que je coche les cases ou pas? Il se peut qu'il y ait des choses que tu ne coches pas, et c'est très bien. Mais il se peut aussi que tu coches pas des choses qui existent aussi. Et ceci nous amène donc à un autre critère qui s'appelle humiliation et dévalorisation, donc ridiculiser, dénigrer ou rabaisser l'autre en public ou en privé pour affaiblir sa confiance en soi et sa capacité à contester notamment la manipulation émotionnelle. Donc on peut utiliser des insultes ou des remarques blessantes ou notamment la triangulation pour maintenir l'autre personne dans un état de vulnérabilité émotionnelle. Donc il y a plein de manières d'humilier ou de dévaloriser, notamment, comme dit avant, la triangulation. Jack est mis au même niveau, avant était surélevé, maintenant est mis au même niveau que Paul. Donc il va se sentir humilié et dévalorisé, bref, pas reconnu à ses justes valeurs. Le traitement par le silence, ça attaque très fortement l'estime de soi de la personne qui subit le traitement par le silence, parce qu'il va se sentir moins que rien, et pourtant rien, c'est quand même rien, tu vois. Donc il y a plein de choses en fait qui amènent à ça. Et tu vois, et c'est pour ça que je le répète, c'est là où tu veux pas partir dans la recherche d'intention, parce que là, dans les textes que je te lis, quand je te lis les définitions, enfin les explications, c'est écrit ridiculiser, dénigrer ou rabaisser l'autre personne en public ou en privé pour affaiblir sa confiance en soi. Ce qui veut dire qu'il y a une intention de vouloir le faire pour atteindre un certain résultat. Et donc là, le chaser, il va complètement lever son bouclier en disant non, c'est pas vrai, le runner fait pas pour ça. Mais on s'en fout. Parce que ce qui compte, c'est pas pourquoi il le fait, c'est qu'est-ce qui est fait et quel résultat ça donne. Et c'est pour ça que le chaser, il va toujours vouloir envie de protéger le runner, etc.
Parce qu'il en a besoin, en fait. Il a besoin de voir l'autre comme étant, bah tu vois, un peu comme là avec la photo avec Nemo, quoi. Il a besoin de voir son côté lumineux, nanani, nanana, pour pas voir le reste, parce que le chaser a besoin, d'où la dépendance, de la présence de l'autre pour récupérer sa complétude. Et c'est pour ça que quand tu as fait ce travail réel de guérison de tes traumas, etc., et donc que tu es arrivé en complétude par toi-même, tu vois pas que la petite lumière, tu vois tout le reste, tu vois tout l'image au complet. Sauf que, comme tu n'es plus hameçonnable, puisque, on va dire, les fuites dans ton toit et les fissures sur tes murs, bah, tu les as comblées avec du mastic et tout, donc ta maison, elle est hermétique, bah, tu choisis qui tu fais rentrer dans ta maison ou pas, en fait. C'est aussi simple que ça. Alors, dernière thématique donc de la manipulation émotionnelle, tout le reste après sera sur le blog. Alors, je ne vais pas le commenter en vidéo parce qu'il y a tellement d'autres critères et sous-critères que du coup, si à chaque fois je donne des exemples, on n'est pas arrivé. Donc, tu pourras lire si tu veux tout d'une traite sur le blog. Donc, le dernier critère, c'est l'amour conditionnel. Et je m'arrête là justement cette vidéo parce que en fait, avec tout ce que j'ai dit avant, ça va amener, en fait, si tu veux, à de l'humiliation, de la dévalorisation comme résultat final et à un amour conditionnel, c'est-à-dire conditionné. Donc l'amour conditionnel, c'est quoi? C'est conditionner l'amour ou l'approbation de l'autre personne à des comportements spécifiques ou à la satisfaction de nos propres besoins, créant ainsi une dynamique de dépendance émotionnelle, c'est-à-dire utiliser l'affection ou l'attention comme une récompense pour le comportement souhaité ou le retrait d'affection ou de l'attention, entre parenthèses, traitement par le silence, comme une punition pour le comportement non désiré. Et ce qui est important de comprendre, c'est que tous les faits montrent effectivement qu'on tend vers ce que je dis là dans la vidéo, et ça je le constate mais depuis 4 ans en fait. Alors évidemment, je le répète, chaque parcours est différent, ça peut être un tout petit peu, moyennement, beaucoup, etc. Mais globalement, c'est ce qu'on remarque. Et attention, il y a tous les autres critères que j'ai pas dit dans la vidéo, et c'est pour ça que je t'invite à aller sur le blog. Mais que dans le récit Flamme Jumelle, on va appeler un chat un chien, et vice-versa. Donc on est dans un amour qui est, ou une attraction, ou une relation sentimentale conditionnée, par le maître du contrôle qui est le runner. On va expliquer que c'est le chaser qui est contrôlant, donc on va inverser les rôles, et on va parler d'amour inconditionnel, alors que c'est complètement conditionné par les volontés du runner qui veut faire ce qu'il veut, quand il veut, dans la mesure qu'il veut, et que pour ça, on va pas revenir sur la vidéo, il va utiliser différentes pratiques de manière consciente ou inconsciente, délibérée ou non délibérée, malveillante ou bienveillante ou neutre, peu importe, mais il utilise ces techniques-là qui donnent les résultats que ça donne. Mais nous, on aime bien appeler les choses de la manière dont on aimerait qu'elles soient pour maquiller ce qui est. Et le point important, c'est que pour guérir un certain nombre de choses, il faut mettre le doigt dessus, donc il faut en prendre conscience pour savoir où travailler. D'ailleurs, si tu es à l'étape où tu veux vraiment travailler sur tes traumas, je t'invite à cliquer donc sur le lien dans la description pour aller ensuite sur le blog et réserver une séance de déprogrammation mentale. Je te souhaite une belle journée et à bientôt dans la prochaine vidéo.